Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter François. La philosophie et la médecine ont-ils été désertés par les philosophes et les médecins? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos deux invités, des têtes que nous avons vues récemment, Ariane Billerand notamment, normalienne, philosophe, psychologue. Bonjour. Bonjour François, bonjour Romain, bonjour à tous. Nous avons fait un grand entretien il y a 2 semaines à peu près avec Ariane Billerand pour parler des dérives totalitaires. En ce moment, notamment, c'était quelques jours après l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Aujourd'hui, c'est un sujet assez similaire, on va pouvoir en parler. Et Olivier Soulier, docteur Olivier Soulier, homéopathe et médecin, bonjour. Oui, bonjour Romain, bonjour Ariane, bonjour tous les lecteurs de François. Aujourd'hui, nous vous recevons tous les deux puisque vous co-organisez un congrès sur la philosophie et la médecine. Est-ce que vous vous positionnez en tant que lanceur d'alerte? Qu'est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous alertez aujourd'hui? Je ne sais pas si nous positionnons en lanceurs d'alerte, simplement nous souhaitons revenir aux fondamentaux et si nous n'avions pas perdu les sentiers de ces fondamentaux et le lien aux origines des différentes disciplines, rien de tout ce que nous avons vécu ou presque ne se serait passé. Pourquoi l'organiser tous les deux aujourd'hui? Pourquoi l'organiser conjointement, ce congrès alors, ça commencera le 6 mai, c'est cela? Si c'est 7 mai à Paris, euh, vous pouvez trouver les informations sur le site lessymboles.com. Pourquoi organiser à deux? Parce qu'on s'est rendu compte en échangeant que la philosophie, à part Ariane Billerand et Georges Agamben, on a l'impression que c'est des heures. La médecine, toutes les entités, toutes les structures de l'OMS jusqu'aux structures nationales et régionales qui sont chargées de maintenir l'éthique de la médecine, eh bien, sont aux abonnés absents. Elles n'ont pas maintenu le serment d'Hippocrate, elles n'ont pas maintenu toutes les règles. On s'est dit vraiment, les deux se passent de la même manière. Et comme on est intimement convaincu qu'il y a un lien profond et que philosophie et médecine se tiennent la main pour un équilibre humain, c'est pour ça qu'on a pensé que c'était important qu'on parle ensemble là-dessus. Oui, en fait, ce sont des disciplines qui sont liées à l'origine, hein, puisque Hippocrate, c'est le 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes, et donc la naissance de la médecine est conjointe de la naissance de la philosophie socratique. Et elles se tiennent la main depuis le départ pour réfléchir à qu'est-ce que c'est que le soin, qu'est-ce que c'est la relation humaine dans le soin, qu'est-ce que c'est l'alliance thérapeutique, et d'une certaine façon, la philosophie s'occupe du soin de l'âme. Euh, c'est Nietzsche qui qui parlait du philosophe médecin pour ses concitoyens. Et la médecine s'occupe du soin du corps, mais on sait très bien, et c'est là où on se rejoint très très bien avec Olivier dans l'appréhension du monde, c'est que les deux sont liés. Et ce que savaient très bien les Grecs anciens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas disséquer le corps sans réfléchir aux blessures ou aux souffrances psychologiques des personnes et vice-versa. Il y a des impacts mutuels et qui sont au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Et je crois que c'est là qu'on s'est rejoint tout naturellement. Et ça fait longtemps qu'on avait cette idée, je crois, qui est née à Lisbonne en septembre, Oui, tout à fait. de développer cette, cette interaction pour penser aussi, finalement, qu'est-ce que c'est un être humain? Parce que la médecine, elle doit répondre à cette question. Et la philosophie aussi. Qu'est-ce que c'est la maladie? La maladie, eh bien, c'est la manifestation d'une souffrance. C'est quelque chose de physique, certes, mais c'est aussi quelque chose de psychique. Ça peut être aussi l'expression d'une souffrance morale. Et comment là-dedans, on forme une société civilisée? Une société civilisée, c'est précisément de mettre l'humanité au centre dans les relations. Et s'il y a des protocoles, par exemple, à utiliser ou de la chirurgie ou des instruments techniques, ça doit rester des instruments dans le cadre d'une relation qui est respectueuse de l'être humain. Et ce respect de l'être humain, il est fondé par la philosophie, c'est-à-dire la question de la liberté de choix, la liberté de consentement, la liberté du choix de son médecin, par exemple. Tout ça, nous allons essayer de le dérouler. Et je crois que c'est parce que nous avons perdu vraiment toute relation à ces fondamentaux que tout s'est écroulé très rapidement et ça pose beaucoup de questions, effectivement, sur le lien des médecins à leur déontologie, à leurs valeurs. Et de la même façon, bon, les philosophes de Plateau, on sait très bien que ce sont des intellectuels
qui n'ont pas exactement la liberté d'esprit socratique, justement. Mais ça pose aussi beaucoup de questions de fond sur l'absence de sagesse de notre société, sachant que depuis quand même de longue date, prudence est mère de toutes les vertus. On voit bien que la mère de toutes les vertus, là, la prudence a été complètement éradiquée. Olivier Soulier, vous disiez qu'il n'y avait plus que Ariane et Giorgio Agamben dans le paysage philosophique aujourd'hui, on pourrait dire du monde occidental, puisque Giorgio Agamben est en Italie et non pas en France. Aujourd'hui, c'est une grande responsabilité que vous portez sur Ariane Biéran. Qu'est-ce que vous attendez du coup des philosophes et qu'est-ce que vous regrettez? Vous dites qu'ils n'ont plus de valeur aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme philosophe en France aujourd'hui? Oui, alors, je rajouterais aussi Michel Maffezoli, mais c'est plus un sociologue qu'un philosophe, mais quelque part, il a un discours de nature philosophique. Et il est assez exceptionnel. J'ai entendu l'autre fois quelques philosophes, mais je suis moins spécialiste du milieu de la philosophie, mais c'est vrai que globalement, tous nos grands philosophes français qu'on voyait partout ne sont plus là. Et voilà, et c'est pas étonnant parce que l'évolution de la médecine aujourd'hui est une évolution business, une évolution financière, et dans la finance, euh, la finance n'a aucune accointance philosophique. La finance, ce n'est que de l'accumulation du profit, et le profit n'est pas philosophique du tout. On peut pas, voilà, on disait, on peut pas servir Dieu et Maman à la fois, on peut pas servir le Dieu du commerce et la sagesse en même temps. C'est pas possible qu'il faille du commerce pour faire fonctionner, mais il y a un moment, il faut une conscience au-dessus de ça. Théoriquement, c'est les hommes politiques qui vont mettre de la conscience et de la régulation dedans. Mais on voit bien que les hommes politiques sont totalement aujourd'hui asservis à la force économique et financière. Et quant à la science, si on reprend des adages très anciens comme science sans conscience et ruine de l'âme, on est vraiment dedans. C'est un grand classique, mais on est vraiment dedans. La médecine aujourd'hui n'est plus n'a plus son éthique de base. Souvenez-vous de ce directeur je crois, d'un site internet qui voulait intervenir pour que les laboratoires pharmaceutiques l'aident pour soigner les enfants. Et le patron du labo a dit: pourquoi voulez-vous que je vous aide à éviter les cancers des enfants puisque je gagne de l'argent avec? Donc, quelqu'un qui dit ça, moralement, c'est une catastrophe. Comment peut-on moralement dire ce genre de choses, hein? Que quelqu'un dise, bah, je vais vendre ma voiture plutôt que telle autre voiture, je veux bien l'entendre. Mais quand le business vient se mettre en matière de médecine, ça fonctionne plus. Alors, Olivier, une question, Olivier Soulier, pardon, une question, puisque on a eu beaucoup de gens, notamment sur notre média, mais même ça devient acquis qu'il y a un problème pour la médecine sur les conflits d'intérêts. C'est-à-dire que les laboratoires vont donner de l'argent aux médecins ou à d'autres pour qu'ils puissent poursuivre leurs recherches et approfondir leur travail. Et donc, du coup, il va y avoir un problème proche de la corruption. Admettons cela. Maintenant, pour la philosophie, on en a moins parlé. Donc aujourd'hui, vous apportez un nouveau problème. Aujourd'hui, où est cette similarité dans le problème avec les philosophes aujourd'hui, Ariane Biéran? Je crois qu'il faut reposer les bases. À quoi sert la philosophie? La philosophie, elle sert à se poser les bonnes questions qui permettent ensuite de poser un cadre référentiel de respect de la condition humaine. J'ai envie de le dire comme ça. C'est-à-dire, ces bonnes questions, si on le prend par exemple sur le versant scientifique, c'est l'épistémologie. À quelles conditions je fais de la science? À quelles conditions puis-je dire que je suis dans un discours de vérité dans la science? Ça, on a vu que, notamment, je renvoie les gens au débat interdit, au livre, on a vu qu'il y avait des vraies problématiques à ce niveau-là. Il y avait des fraudes réelles scientifiques parce que les conditions d'un discours de vérité ne sont pas posées. Eh bien, les conditions de morale de la vie en société ont été complètement effractées. C'est-à-dire qu'on voit que tous les tabous ont sauté, finalement, il est acquis qu'on peut être médecin et interdit de soigner. Donc, on peut laisser les gens sans soins. C'est quand même globalement ce qui s'est passé. Donc, ça pose des vraies questions morales. Et les philosophes doivent, à un moment donné, interroger. La fonction de philosophe, ce n'est pas forcément de dire répondre, c'est au moins de poser des questions à certains endroits où ça commence à être extrêmement déviant. Alors, sachant qu'on peut quand même y répondre parce qu'on a quand même un corpus de philosophie de plusieurs siècles. Hein. Donc, on n'est pas dépourvu d'un certain, d'un certain cadre de référence. Et
pour poser des questions sur qu'est-ce que le corps humain, à quel moment est-il autonome ou pas, qu'est-ce que c'est que la question du respect du libre arbitre, de la liberté, du consentement, enfin, tout ça a été posé par la philosophie, la question de l'éthique, la morale. Donc la philosophie, elle a une fonction qui est d'interroger ce qui sont des évidences pour tout le monde. Parce que précisément ce sont des évidences, ça ne devrait pas l'être. Et notamment dans ce qui est absolument évident en général pour tout le monde, c'est qu'il faille se sacrifier pour le bien commun. Ça, c'est une évidence. Il y a une urgence et un danger, alors c'est le danger classique, c'est la question de l'épidémie, ce n'est pas nouveau, hein, encore une fois. Est-ce que dans un danger comme cela, on est prêt à sacrifier une partie de la population ou pas? Mais ce sont des questions on remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, encore une fois. Je veux dire, Athènes a été frappée d'épidémies, de guerres civiles, etc. Et on y a résolu, on y a trouvé des réponses, déjà à l'époque, qui sont des réponses dans le sens de l'humanité, c'est-à-dire du respect de la condition humaine. À partir du moment où on n'est plus là-dedans et où la philosophie devient mercantile au sens de vendre le discours qui servile au pouvoir, eh bien, on n'est plus dans la philosophie, on est dans la trahison à la philosophie. Et c'est ce qui se passe majoritairement quand vous avez des philosophes de plateau qui viennent, comme tous ces autres pseudo-experts, ne jamais interroger le statut des suspendus, c'est-à-dire des gens qu'on sacrifie et sur lesquels, ce statut sur lequel Agamben a effectivement fait des travaux extraordinaires, hein, sur l'homo sacer, c'est-à-dire le sacrifice d'une certaine partie de la population, que ça ne soit pas interrogé, que ça soit estimé comme des vérités, avec des discours qui ne sont plus des discours de sagesse, mais des discours de haine, comme on a pu l'entendre de la part de certains philosophes. Il y a une trahison à la philosophie. Et aujourd'hui, est-ce que, donc vous parlez des médecins de plateau, des philosophes de plateau, est-ce que pour les philosophes, il y a une difficulté peut-être à se rendre médiatique aujourd'hui? Nous, par exemple, aujourd'hui, on est ravis de vous donner la parole et on a un petit média à notre échelle, mais est-ce qu'il y a beaucoup de philosophes qui finalement sont à l'université, sont un peu ce qu'on pourrait dire dans leur coin et ont du mal à faire valoir? Je pense personnellement qu'encore une fois, la trahison des intellectuels n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'organique, j'ai envie de dire. Elle était déjà dénoncée par Hannah Arendt, par Günther Anders. Donc, il y a certainement, évidemment, des gens qui se sont exprimés, ou qui s'expriment et n'osent pas, enfin, dans un cadre un peu privé, mais n'osent pas s'exprimer en public. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'une séduction du discours dans la dérive totalitaire, et on le voit bien, qui séduit beaucoup les intellectuels et en particulier les philosophes. Et à un moment donné, Günther Anders l'indique quand, donc, très grand philosophe, hein, qui a dénoncé notamment l'avant et l'après Hiroshima, mais bien avant, il dit que dans le début des années 30, il a battu un rappel pour un séminaire avec des intellectuels sur le danger que représentait Hitler et le nazisme, et que personne n'était venu, ça n'intéressait personne, personne ne voyait que c'était quelque chose d'extrêmement dangereux qui allait conduire à la Deuxième Guerre mondiale, et finalement tout le monde s'était absolument moqué de lui. Moi, je ressens, peut-être que mon ressenti évidemment est biaisé, mais beaucoup plus finalement de capacité de résistance à l'oppression politique chez les psychologues, parce que chez les psychologues, il y a quand même un ancrage de terrain, il y a une incarnation et il y a une écoute de la souffrance des gens. Donc, c'est en prise directe. Quand on n'est que dans le monde des idées, et à un moment donné, le grand risque est d'être effectivement en déliaison avec l'expérience de la réalité, ce qui est le travers de beaucoup de philosophes. Et c'est la raison pour laquelle Socrate partait sur l'agora, aller discuter avec les gens dans le monde réel. Et je pense que c'est une des dérives que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas cette incarnation chez beaucoup de philosophes. Donc, ils n'ont même pas, ils sont dans les livres, ils sont uniquement dans les livres, et ça explique, je pense, une grande partie du silence. On espère bien sûr que d'autres aient le courage de s'exprimer, bien sûr, mais il y en a d'autres, et Barbara Stiegler c'est par exemple exprimé, mais il est clair que sur la question totalitaire, on ne les a pas beaucoup entendus. Et pourtant, c'est la question fondamentale aujourd'hui. Olivier Soulier.
Oui, oui, tout à fait. On a quand même vu un certain nombre de philosophes qu'on voit sur les plateaux ou dans la presse, hein, je ne les nommerai pas, tout le monde a les noms en tête, et qui ont beaucoup de tribunes, mais qui sont plus près d'être des fauteurs de troubles de guerre que des gens qui nous permettent de réfléchir. C'est vrai que quand on réfléchit à des choses absolument fondamentales, euh, la médecine est gouvernée, je dirais, par le travaux d'Hippocrate et par le serment d'Hippocrate, qui, 25 siècles après, reste toujours à l'ordre du jour. Et dans la troisième ligne du serment d'Hippocrate, il est dit clairement qu'on n'imposera jamais un traitement contre la volonté de quelqu'un. Et tous les médecins l'ont prêté serment, donc tous ceux qui l'ont fait sont parjure à leur traitement, à leur serment. Et aujourd'hui, on a vraiment fait des choses inimaginables. On n'a pas soigné les gens. On a viré des gens, c'est-à-dire il y a des gens, les suspendus, c'est très important, qui ont été enlevés. Moi, je suis moi-même suspendu, mais j'ai la chance d'être plus âgé, de ne pas avoir une charge de famille, puisque je n'ai plus de charge de famille à mon âge. Mais vous imaginez les gens, j'aurais 40 ans et 5 enfants, vous imaginez la catastrophe dans laquelle je serais. Et donc, on s'est permis de faire ça avec des gens avec qui on a fait des pressions, des chantages, jusqu'à les convoquer à la police pour essayer de comprendre comment ils faisaient pour survivre, voire attaquer fiscalement leur famille qui les aidait. On a atteint un niveau tout à fait extraordinaire, on a interdit les gens de soigner, et puis on est tellement parti depuis un siècle, depuis Rockefeller, depuis les rapports Fleischner, etc., dans un principe général où l'humain n'est plus au centre de la relation thérapeutique. Ce qui est au centre de la relation thérapeutique, c'est le business et la manière on peut avoir gagné de l'argent. La médecine a vendu en quelque sorte son corps et son âme à la pharmacie. Son corps, c'est déjà grave, mais elle a vendu son âme. C'est-à-dire que maintenant, tout le système de fonctionnement, et on va reparler de ça, tous les systèmes, la T2A, la tarification là, que les gens arrivent à l'hôpital, on va vous faire ça parce que ça, c'est mieux payé. Oui, mais c'est pas la démarche diagnostique. C'est pas grave, c'est mieux payé. Il n'y a plus d'axe. Il faut vraiment reposer les fondamentaux. C'est quoi la bonne santé? Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir la bonne santé? Là, ici, particulièrement, on aurait donné de la vitamine D à tout le monde, qui est quand même pas un truc dangereux. Eh bien, on aurait diminué 80-90% des formes graves, on le sait. Qu'est-ce qui va permettre de maintenir en équilibre? Et voilà. Et qu'est-ce que c'est que d'être malade? Alors, c'est vrai qu'en matière de maintien dans l'équilibre, quand on voit des groupes financiers qui disent attention, si vous voulez fonctionner, il ne faut pas trouver de médicaments qui guérissent, des médicaments qui entretiennent. Souvenez-vous de ce qu'a dit le patron de Goldman Sachs dans les grands médias, hein, c'est clair. Donc, on n'est plus du tout dans une éthique médicale. Et puis, qu'est-ce que c'est que la maladie? Ça, c'est aussi une autre chose. Hein. Le Jung, à ce niveau-là, a été quand même extraordinaire. C'est un médecin philosophe, c'est un psychanalyste, mais qui a une vision très, très philosophique de la vie. Quand il dit « vous ne guérirez pas de vos maladies, ce sont vos maladies qui vous guériront », ou quand il dit « la maladie est l'effort que fait le corps pour réussir à se guérir ». Donc, on a toutes ces notions-là qui ne sont pas du tout reprises et qui doivent recadrer le corpus de la médecine. Et le médecin est là. Et le médecin, c'est un accompagnateur des sujets dans leur existence. C'est qui va leur permettre de suivre, de vérifier, entre guillemets, qu'il n'y ait pas trop de problèmes, les accompagner pour les reguider sur une où ils vont devenir de nouveau autonomes et avoir de nouveau le pouvoir sur leur propre vie. Parce qu'on voit trop de gens qui n'ont pas le pouvoir sur leur vie, qui essaient d'avoir le pouvoir sur le reste du monde. Et voilà. Et ça, c'est toutes des idées générales de médecine. On peut même aller encore plus loin, puisqu'Ariane a beaucoup travaillé sur la paranoïa. Et elle nous a fait un travail extraordinaire, mais on peut réfléchir, qu'est-ce qui va générer un paranoïaque? Dans la psychopathologie, dans l'histoire de la psychopathologie, qu'est-ce qui, dans le transgénérationnel, va faire qu'un jour, personne ne naît paranoïaque? Ça n'existe pas. Tiens, un petit bébé, il a 2 jours, il est paranoïaque. Non. Et à un moment, dans une histoire, dans une interaction, il va basculer et au lieu de réussir à se rééquilibrer, il va partir dans un noyau paranoïaque qui va se renforcer au fur et à mesure jusqu'au jour où on va là arriver dans une situation très délicate. Et on voit bien qu'on a fait ça. Quand on voit Albert Jacquard qui a dit on a créé une civilisation de gens dangereux, parce qu'on a toujours mis en tête les gens qui… il dit une civilisation, les gagnants, c'est des fabricants de perdants. Donc, on a fait arriver au pouvoir des gens dangereux parce que c'est des gens qui ne fonctionnent qu'à l'ambition avec une perte de qualité humaine, de qualité humaniste. Et on l'avait déjà dans le business, beaucoup dans la politique, ça on le sait. Et là, on l'a énormément en médecine avec une perte de qualité humaniste. Et donc là, effectivement, le jour où on dira le business est interdit en médecine, c'est illégal, c'est la règle,
c'est l'humanisme. Ce jour-là, on aura reposé des bonnes bases. Et donc, ma question tout à l'heure, je me permets de la reposer, c'est par rapport au... Il y a probablement beaucoup de philosophes aujourd'hui qui n'ont pas cette tribune que alors que vous dites que d'autres ont cette tribune et ce ne sont peut-être pas les bonnes personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, pour des philosophes, qu'on comprenne bien, pour la plupart des gens ne sont pas philosophes, Ariane Biéran, vous l'êtes, quelle est la difficulté aujourd'hui pour des philosophes de trouver la parole, de pouvoir la voir? Vous êtes passé par les livres également, vous publiez beaucoup d'ouvrages, tout comme vous avez cité Barbara Stiegler, c'est la même chose. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des philosophes qui pourraient aller dans ce sens et qui n'ont pas ces tribunes parce qu'ils n'écrivent pas de livres? Je pense que la question des médias, évidemment fondamentale dans la dérive totalitaire que nous vivons, c'est-à-dire que quand bien même on voudrait, qu'on ne pourrait pas, c'est-à-dire que même moi, à un moment donné, oui, j'en suis à plus de 35 livres publiés, j'ai une expertise sur le harcèlement qui est reconnue, j'ai publié chez Payot, chez Duno, chez Larousse, je veux dire, chez des éditeurs connus, c'est pas quelque chose qui est nouveau, et pour autant, je vis un ostracisme dans les médias officiels. Donc, il y a évidemment pour quelqu'un qui n'a pas déjà tout ce bagage-là antérieur, comment fait-il pour pouvoir être entendu? C'est très compliqué. Il y a une sélection des experts, des pseudos, des faux experts, ça c'est Klemperer qui en parlait, les faux experts autorisés à parler parce qu'ils valident la parole du pouvoir, et les véritables experts qui sont mis de côté et qui vont être ostracisés et blacklistés jusqu'au bout, parce que ça fait partie de la politique totalitaire de faire régner l'imposture, faire régner des gens qui vont mélanger de la vérité avec du mensonge et qui au final vont, par exemple, sembler combattre un problème. Moi, je vais prendre le thème dont on avait parlé la dernière fois, dans 2 minutes, l'histoire de l'éducation à la sexualité ou de l'éducation sexuelle et de l'OMS. Le problème de fond, ce sont les textes de l'OMS qui posent une structure quasi juridique aux interventions sur les droits sexuels des enfants et l'éducation à la sexualité et éducation sexuelle. Ces deux expressions, éducation à la sexualité et éducation sexuelle, sont nées dans des officines Kinsey, dont l'immense professeur américaine Judith Reisman a démontré que ces recherches avaient été faites avec des intrusions, des transgressions et des viols sur des nourrissons. Donc déjà, à la base, on ne devrait même pas récupérer les concepts qui ont été créés dans ce genre de situation. Et tout le monde, en réfléchissant 2 secondes, se rend bien compte qu'en ouvrant le champ éducation à la sexualité ou éducation sexuelle, on ouvre la porte à toutes les dérives, rien que dans l'expression. Et si on utilisait les termes prévention, protection de l'enfant, ces portes-là, elles ne s'ouvrent pas. Donc, ce n'est pas qu'il y a des dérives à l'éducation sexuelle ou à l'éducation à la sexualité, c'est que l'éducation sexuelle ou l'éducation à la sexualité est une dérive dans le terme. Je ne sais pas si vous saisissez bien les deux. C'est très important de comprendre ça. Donc, il faut parler. Les mots qu'on utilise vont engendrer la suite de l'histoire. Et on voit en fait tout le monde, la plupart des gens, défendre l'idée qu'il y aurait une bonne éducation sexuelle, une bonne éducation à la pulsion sexuelle avec l'enfant, et ne vont pas parler des textes, ils vont simplement parler des dérives à l'école. Mais ce n'est pas des dérives. Les textes sont une dérive. Ces textes doivent être dénoncés. Ils ne le sont pas. Et l'éducation à la sexualité et l'éducation sexuelle doivent être dénoncées. Je prends cet exemple pour montrer à quel point… Oui, vous parlez de quel texte que les gens puissent aller les lire par eux-mêmes aussi, à comparer? Par exemple, pour le cadre de référence en Europe, ce sont les standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Ça, tout est dans mon livre, L'imposture des droits sexuels. Ce que je veux montrer, c'est comment on mélange systématiquement, et ça fait partie des techniques de manipulation ou d'opposition contrôlée, entre guillemets, comme on l'appelle régulièrement, on mélange systématiquement la vérité et le mensonge. Et le pouvoir le sait, il en joue et il n'est pas naïf en termes de manipulation de masse. Ce sont des professionnels depuis des siècles, depuis Machiavel et bien avant. Donc, à partir du moment où on va, si vous voulez, c'est comme en entreprise. Moi, je l'ai vu faire dans mon travail de consultante en entreprise. La direction, elle va créer son faux syndicat. Elle va lui dire, bah, écoute, toi, tu vas aller monter les salariés pour qu'ils aient une demi-heure de plus de pause à la cantine, mais ce truc-là, tu me le laisses. Par contre, la question de pas sur les heures supplémentaires, ça tu me laisses. Ces négociations, je les ai vues en direct. Ça veut dire que c'est exactement pareil au niveau du pouvoir politique. Et donc, ce qui se passe, c'est que non seulement on a des faux experts, mais la plupart qui sont cautionnés par les médias financés ou
aux ordres du pouvoir politique, vont mener des discours pervers de cette sorte, de ce type de raisonnement, c'est-à-dire au lieu d'aller à la racine, dénoncer le fond du problème, en fait, on va dire, on va récupérer une partie, et donc, dans récupérant une partie, on valide l'autre partie. À partir du moment où on a validé que c'était OK d'éduquer des enfants à la sexualité par des adultes, on a validé le raisonnement pervers et tous les textes de l'OMS qui vont derrière. Donc, la dérive, elle est là. Faire de la prévention, de la protection des enfants, oui, Bien sûr. absolument, il faut, c'est indispensable. Et c'est là que on voit derrière tout le champ qui va se dérouler. Bah oui, ils sont exposés à la pornographie, montre-leur la pornographie, etc. Donc moi, j'insiste vraiment aussi pour répondre à la question sur les experts, la médiatisation des experts, entre guillemets, n'est jamais un hasard quand le régime devient totalitaire ou glisse sur une pente totalitaire, évidemment. Et donc, on va aller chercher, même dans les opposants, on va fabriquer des oppositions qui, en fait, valident. Parce que là, dénoncer les dérives de l'éducation sexuelle, c'est valider l'éducation à la sexualité. Donc, dans Et les c'est médias là… aujourd'hui, oui, pardon. Comment? J'allais dire, donc dans les médias aujourd'hui, vous ne voyez qu'une opposition. Par exemple, si un philosophe vient aussi ou un médecin va venir, ce ne seront que des oppositions qui Non, je ne vont sais pas forcément dire ça. présélectionner. Pardon. Je ne sais pas forcément dire ça. Des fois, il y a des tentatives d'instrumentalisation aussi. Donc, des personnes qui sont très bien et qui sont prises à un moment donné dans des filets médiatiques où on va essayer de les instrumentaliser même à leur insu. Et souvent, mais je regarde quand même les processus. Les processus sont globalement assez pervers dans la délivrance de l'information. Et on est toujours sur quelque chose qu'Olivier aussi connaît bien, c'est-à-dire on est sur la négation du créateur ou de l'origine par exemple, on le voit très bien sur la question des médecines alternatives. Il y en a qui s'autoproclament spécialistes et qui je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie pour s'autoproclamer d'un coup spécialistes en médecine alternative. C'est de la même façon pour bien des domaines. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans le discours dominant, la dérive totalitaire ne tolérera pas, le pouvoir ne tolérera pas des opposants absolument intègres. Donc, il fera tout, soit pour caviarder leur discours, ou l'assimiler extrême droite, l'assimiler je ne sais pas quoi, etc., l'instrumentaliser, tenter de corrompre le messager, l'invisibiliser, et que tous ceux qui sont en général utilisés à leur insu, et même parfois à l'insu des propres médias qui les invitent, mais parce que ça fait partie d'une dynamique inconsciente collective, seront des experts qui tiennent l'idéologie du moment malgré tout, même en faisant semblant de la dénoncer. Et alors, Je fais semblant de dénoncer l'éducation sexuelle, pardon, mais en disant qu'il y en a quand même une bonne. Donc, je suis en train de tenir l'idéologie de l'OMS. Voilà, d'où elle vient cette idéologie, qui sont les textes, etc. Pourquoi on parle, quel est ce terme, etc. Je prends cet exemple, c'est fondamental que les gens le comprennent. comment les gens, justement, pourraient le comprendre? C'est-à-dire, comment est-ce qu'aujourd'hui, puisque la puissance médiatique en face à votre mouvement, on pourrait dire, parce que votre mouvement est plein de grands intellectuels, des philosophes, des médecins de tout domaine qui alertent aujourd'hui sur les dérives totalitaires, comment est-ce que les gens pourraient comprendre, s'approprier ça ou essayer de faire comprendre comment les choses pourraient changer face à finalement, la grande machine que vous dénoncez qui est face à vous? Si je peux me permettre, je n'ai pas l'impression que nous soyons pleins. Moi, j'ai plutôt l'impression que nous soyons quelques rares profils isolés, même si dans l'apparence, il peut y avoir, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup Pour de… avoir Voilà. donné la parole sur notre média, François, on a réalisé en 2 ans plus de 300 interviews rien qu'avec des personnes qui vont dans votre sens. Donc il y a quand même… 300 personnes sur une société, c'est quand même très… On est un petit média, on fait ce qu'on peut. Olivier Soulier. Oui, alors, et c'est vrai, quand Ariane va… moi, en tant que médecin, je dirais on récupère les conséquences des perturbations des droits sexuels et des enfants qu'on voit qui ont été perturbés Alors, enfants. attendez, Olivier Soulier, je voudrais avoir votre avis juste sur tous les deux, que le mouvement Oui. soit petit ou gros. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment est-ce que les gens qui vous suivent pourraient se dire, ou comment est-ce qu'on peut croire pour demain à quelque chose qui, à faire bouger On peut-être peut essayer. le code en place. On veut essayer de mettre en place un message. Si on fait cette réunion tous les deux, c'est pour mettre en place ce message, pour reposer les bases, parce qu'on a cherché un petit peu partout où sont les bases éthiques de la philosophie, où sont les bases éthiques de la médecine. On en voit des petits morceaux ci ou ça, mais qu'est-ce qu'on a fait comme congrès globalement pour repositionner ça
On a cherché un petit peu partout, il n'y en a pas. On parle de ci, on parle de ça, on a beaucoup parlé des dérives des politiques de santé qui n'ont pas été bonnes, mais quand on a imposé ça, il faut revenir à l'origine. C'est quoi la philosophie? C'est quoi le but de la philosophie? C'est quoi la médecine, le but de la médecine? Et au milieu des deux, c'est quoi l'être humain? Et c'est ça qu'il faut reposer, parce que si on repose l'être humain dans sa puissance, là, il n'y aura pas de perturbation. Si on repose l'être humain et que les gens sont éveillés à la conscience qu'ils sont des êtres humains et qu'il y a des choses qui sont inacceptables, et tous ces gens qui vont être dans l'idée, ça c'est inacceptable, ça ce sera sans moi, ça je n'accepterai pas, je ne vais pas faire de compromis, c'est pas parce que ça c'est à la mode ou qu'un tel a une grande parole que je vais le suivre. Est-ce que je suis conscient de ce que je suis, conscient de moi-même? Est-ce que je peux poser mon propre jugement d'une façon éclairée? Et on a besoin de constituer un groupe de plus en plus important de gens qui sont autonomes dans leurs pensées. Et les gens autonomes dans leurs pensées, on ne les manipule pas. Et c'est ça, en quelque sorte, il faut ressemer les graines de cette conscience et de l'autonomie de la pensée. Et c'est d'ailleurs ce que n'aiment pas les totalitaires, c'est que les gens pensent. Quelqu'un qui pense, ça les embête. C'est un problème, quelqu'un qui pense par lui-même. Je me souviens, il y avait une émission où quelqu'un qui était aveugle disait, c'est terrible, les complotistes, ils pensent par eux-mêmes, c'est inacceptable. Oui, bah ça, penser par soi-même, ça s'appelle être un être humain. Et la philosophie et la médecine, c'est apprendre à penser par soi-même et avoir sa propre idée et la sentir comme étant juste dans le respect de soi-même, dans le respect de la vie et dans l'attention aux autres. Et c'est ça, apprendre à penser par soi-même. Voilà. Et donc, penser ça par soi-même, ça donne aussi l'expression de cette diversité que l'on recherche. C'est notre richesse et dans cette diversité, c'est précisément l'inverse de ce que nous avons subi là depuis des années, et qui est une seule voix, un seul discours, un seul traitement, un seul objet fétiche, etc. La question, pour nous, elle part plus d'un constat au départ, c'était presque d'un diagnostic. Comment en arrive-t-on à expédier des gens un peu plus précocement au niveau de leur durée de vie? Comment vient-on à laisser, j'ai entendu cette affaire il y a 15 jours, des personnes âgées mourir de faim et de froid dans certains endroits, par exemple au Canada, et on n'est pas intervenu? Comment a-t-on laissé des personnes en hôpital psychiatrique également en plein dénuement, etc. Et comment, surtout, en est-on arrivé à refuser des soins? Et comment en arrive-t-on à refuser des soins, que ce soit pour une thématique d'argent, pour une thématique de chantage ou pas à d'autres, à des injections? Tout ça, en fait, démontre une arrogance quand même extrêmement problématique du monde médical, une certitude délirante, ça j'en avais parlé pas mal, c'est-à-dire l'idée que eh bien, notre solution unique, la même pour tout le monde, sans tenir compte des chocs anaphylactiques, sans tenir compte des terrains, sans tenir compte de l'histoire de la personne, encore une fois, son livre, etc. Tout ça est très déshumanisant, très intrusif et très problématique parce qu'on a l'impression, on a la croyance, on a que déjà la maladie est un mal envoyé par l'extérieur, ça c'est très archaïque, le mal qui est envoyé par les dieux, et qu'en faisant un sacrifice, ou plusieurs sacrifices, avec des pratiques ritueliques, on va guérir du mal. C'est tout ce contre quoi s'est battu Hippocrate en réintroduisant la rationalité en médecine. Parce que ce que nous vivons depuis 2020, et c'est aussi le lien entre philosophie et médecine, c'est irrationnel. Et il faut réintroduire de la rationalité, c'est-à-dire que les gens remettent de la cohérence, commencent à réfléchir de nouveau de façon complexe. Et chacun dans sa quête de vérité, parce qu'au final, c'est aussi un chemin, encore une fois, personnel. Et la vérité, elle est rarement partagée par les masses. On le sait très bien. C'est même un indicateur. Si la masse, c'est la somme des individus qui ont perdu leur esprit critique, elle partage une opinion, en général, elle est plutôt du côté du mensonge que de la vérité. C'est un long chemin. C'est un long chemin et ce congrès devrait participer à apporter quelques éléments. Le congrès sur la philosophie et la médecine. Alors, rappelez-nous où est-ce que ça se tiendra, les dates, comment est-ce que les gens peuvent si s'inscrire? c'est le 7 mai 2023, donc dans un mois, à Paris, les renseignements, vous les aurez sur le site www.lessymboles.com. Vous pourrez vous inscrire en direct et nous aurons un certain nombre de personnes qui seront sur place en présentiel
Et nous avons ouvert aussi la possibilité d'avoir une visio. Et pour les gens qui ne seraient pas disponibles ce jour-là, il y aura un replay qu'on mettra à disposition 15 jours, 3 semaines, de façon à ce que les gens aient la possibilité de le re-regarder s'ils n'ont pas pu être disponibles ce jour-là, parce que notre objectif, c'est que justement ce congrès soit fondateur de nouvelles bases de réflexion sur ce qu'est un être humain. Voilà. Bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite de partager. Qui veut un dernier mot de la fin avant de Ariane? sortir. Oui, et c'est ouvert à tout le monde, hein. Ce n'est pas ouvert qu'aux philosophes, aux médecins, c'est ouvert vraiment à toutes les personnes qui désirent réfléchir. J'ai envie de dire réfléchir sur la précarité de notre existence, la précarité justement de notre relation à la maladie, à la mort, etc. Et réintroduire l'idée de comment on trouve un équilibre dans tout ça et comment faire pour, en reposant les bases de la relation, du soin, et à partir de quels principes fondateurs nous puissions non pas créer une nouvelle société, mais simplement revenir à des principes fondamentaux qui vont nous permettre de mieux revivre ensemble. Ouais, c'est un échange entre la philosophe et le médecin. Il y a un gros travail de fond derrière. Un gros travail de fond derrière où on va partager 30 ans de réflexion, 30 ans de réflexion de chacun de notre côté sur ce qu'est la médecine, la philosophie, l'expérience qu'on a pu avoir. Et justement, qu'on ait le temps de développer vraiment la pensée, qu'on ait le temps d'expliquer les fondamentaux de la médecine, les fondamentaux de la philosophie et de comparer les deux, puisque c'est deux sciences sœurs qui n'auraient jamais dû s'écarter, qui devraient vraiment je pense que la nouvelle médecine doit se refonder, éclairée par la philosophie et tenant la main à la philosophie. On suivra ça de très près. À François, merci à tous les deux d'avoir pris le temps et merci à vous tous d'ailleurs d'avoir suivi cet entretien. Vous pouvez le partager sur vos réseaux. Et François appartient à ses lecteurs. Vous pouvez nous faire des dons sur françois.fr/soutien. Merci encore à Ariane Biéran, merci Dr Olivier Soulier et à bientôt. Et merci François.